Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast que j'ai nommé Chase Progress. Ici on parle sport, musculation, powerlifting, nutrition et tout ce qui pourra vous amener à aller plus loin dans votre quotidien. Le sujet d'aujourd'hui, les cheat meals, un bon outil ou une pratique qui peut vous freiner dans votre évolution. C'est ce que nous allons donc étudier dans ce premier podcast de Chase Progress. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que le contenu de ce podcast reflète uniquement le résultat de mes recherches, des connaissances que j'ai pu acquérir durant les formations que j'ai suivies et également mon expérience en tant que coach et athlète en musculation et powerlifting. Aujourd'hui donc nous allons aborder le sujet des cheat meals ou les repas libres comme je préfère les appeler, un sujet au cœur de la pratique de la musculation et qui porte souvent à confusion. Je vais donc commencer par vous donner une définition simple de ce qu'est cette pratique. On abordera ensuite son impact sur la pratique de la musculation et sur les différents objectifs que peuvent avoir les pratiquants. Nous allons notamment aborder la croyance qui tourne autour de cette pratique, à savoir l'atténuation de l'adaptation métabolique. On abordera aussi les différentes manières de gérer ses envies alimentaires, un sujet étroitement lié selon moi avec les repas libres. Ensuite, on verra s'il est utile de planifier ou non ces repas libres. On parlera aussi du cercle vicieux qui peut être lié à ces repas libres, à savoir restriction, craquage, culpabilité, etc. Et pour finir, j'aborderai simplement le sujet des fêtes de fin d'année. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le terme de cheat meal est selon moi déjà quelque peu problématique. Je préfère les appeler les repas libres, car le terme cheat meal veut tout simplement dire repas de triche, ce qui sous-entend quelque chose en dehors de la programmation, potentiellement en dehors des objectifs de la personne, et c'est déjà quelque chose de négatif, puisque cela peut déjà créer deux réactions possibles chez les personnes qui pratiquent ce cheat meal, potentiellement se sentir coupable, mais également la personne qui le pratique peut penser qu'elle est en dehors de son plan et se dire « autant y aller franchement ». Je préfère donc utiliser le terme de repas libre, mais alors à présent, que sont ces repas libres, plus communément appelés donc cheat meal? Souvent, ces repas sont assimilés à des aliments qualifiés de plaisir par ceux qui le pratiquent, et souvent orientés vers des fast-foods. Mais pour moi, cette définition n'est pas totalement juste, et de plus, elle lie strictement le repas libre au fait que ce soit un repas de plaisir, et donc sous-entend en quelque sorte que le reste de la diète, et donc le reste des repas durant la semaine, ne peuvent pas contenir de plaisir. Ce qui est faux, puisqu'il est bien sûr préférable et possible d'apprécier sa diète au quotidien et de ressentir du plaisir tout au long de celle-ci. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère utiliser ce terme de repas libre. Et donc concrètement pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un repas qui n'est non traqué. Donc on ne vient pas calculer les macros de ce repas, et celui-ci est compris dans le plan. Il est donc intégré dans le mode de vie et ne doit pas être source de culpabilisation ou d'inquiétude. Également, donc, le repas libre ou le cheat meal fait l'objet d'une croyance générale assez répandue dans le monde de la musculation, à savoir, il pourrait atténuer donc l'adaptation métabolique durant une phase de déficit. Nous allons y revenir juste après. Avant cela, j'aimerais faire un point sur l'utilité donc de ce repas libre, puisqu'il comporte selon moi des avantages et des possibles inconvénients, selon le cas de figure. Dans le cas par exemple où ce repas libre pourrait permettre à la personne d'augmenter sa satisfaction alimentaire et éviter certains craquages incontrôlés durant la semaine, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Notamment celles qui ne ressentent pas le besoin d'effectuer ces repas libres. Pourquoi? Eh bien parce que cela pourrait créer chez eux de nouvelles envies et potentiellement renforcer la valeur fixée sur certains aliments qu'ils qualifient de plaisir, et donc potentiellement les amener à avoir plus d'envie comme celle-ci. Et bien sûr, ça pourrait desservir les personnes qui visualisent ce repas libre comme une simple récompense et subissent se restreignent de manière exagérée durant toute la semaine, au point de complètement craquer donc sur leur repas libre. Je vais donc à présent aborder le sujet de l'atténuation de l'adaptation métabolique durant une phase de déficit. Donc, oui, car on entend souvent, le cheat meal, ça permet de relancer le métabolisme. Et selon moi, la réalité est plus nuancée. J'ai d'ailleurs analysé une étude scientifique que je vous mets dans la description. Celle-ci mettait donc en pratique différents types de personnes, et les résultats physiologiques et psychologiques observés montrent qu'aujourd'hui, de courtes périodes où tu manges un peu plus aident à mieux tenir un régime sur le long terme. Ça peut également réduire la faim et augmenter la satisfaction alimentaire, ce qui peut donc, encore une fois, permettre de durer sur le long terme. Mais pour ce qui est des résultats autour de l'augmentation du métabolisme et des performances, les résultats sont plus mitigés. Ce que j'ai pu remarquer de mon côté en tant que coach et en lien avec cette étude,
c'est qu'à court terme, les effets sont potentiellement là. En effet, on va prendre un exemple, si quelqu'un s'entraîne 5 fois par semaine et vient réaliser un repas libre le vendredi soir durant une phase de déficit. Au lendemain, la personne aura sans doute plus de stock de glycogène dans ses muscles et donc potentiellement plus d'énergie à utiliser durant son training du samedi. Par conséquent, les performances seront donc potentiellement meilleures à court terme, mais selon moi, sur la séance par exemple du mardi qui suit, les effets de ce repas libre seront quasi nuls. Alors pour moi, et d'après mes recherches, le vrai bénéfice de ce repas libre est plus psychologique que physiologique. À présent, je vais aborder le sujet des envies alimentaires. On va voir un peu comment elles fonctionnent et comment est-ce qu'on peut les gérer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une envie alimentaire? Eh bien, selon moi, c'est simplement un désir profond de consommer un aliment. Tout le monde en a, et dans la grande majorité des cas, l'aliment en question est ensuite consommé. Et le problème n'est pas l'envie, mais plutôt la culpabilité qu'il peut y avoir derrière. Alors déjà, savoir qu'on est loin d'être seul dans cette situation, ça peut être rassurant, donc prenez-le en compte. Et surtout, retenez bien que avoir envie d'un Kinder ne fait pas de vous une mauvaise personne. Et d'ailleurs, les phrases trop rigides du style « les Kinder c'est vraiment pas bon, j'en mangerai plus jamais » mènent souvent à une augmentation donc de la valeur perçue de cet aliment et donc à un craquage. Il y a donc selon moi des choses à mettre en place qui peuvent permettre d'avoir une approche plus efficace et plus relaxée avec ces envies alimentaires. Alors qu'est-ce que j'entends par gérer le contexte? Eh bien pour moi, gérer le contexte, c'est gérer l'environnement de manière globale. Reprenons donc l'exemple des Kinder, si tu ne veux plus les manger, eh bien il ne vaut mieux pas les voir. Ça pourrait réveiller en toi une envie. Donc potentiellement, éviter de les laisser à traîner sur la table, potentiellement les mettre dans un placard fermé, voire au fond de ce placard, et potentiellement également supprimer le tiroir ou la boîte à bonbons qu'il peut y avoir sur la table. Car selon moi, moins on sent, moins on entend, moins on voit l'aliment qui nous donne envie, potentiellement, moins on aura d'envie et de pensée autour de ce dernier, et donc moins on sera amené à le consommer. Et donc ensuite, une fois que le contexte est géré, je pense qu'il faut également gérer son approche psychologique autour de cette envie. Et il est possible de mettre en œuvre une stratégie de pleine conscience, où on va simplement créer un espace autour de cette envie, ne pas la juger, se dire simplement « Ah, j'ai envie d'un Kinder ». Pas besoin de juger cette envie, c'est quelque chose de normal, ça arrive à tout le monde, encore une fois. Et donc, observer la situation, en lien avec ses objectifs à court et à long terme. Et ensuite, simplement se décider. Alors ce que j'entends par là, par exemple, c'est si vous avez envie de consommer ce Kinder, posez-vous la question, ok, est-ce que pour moi, en ce moment, c'est une priorité? Parfois la réponse sera oui, et dans ce cas-là, on peut en prendre un. Et parfois la réponse sera non, et dans ce cas, il vaut mieux passer à autre chose, potentiellement aller s'occuper d'une autre manière, sortir promener le chien, boire un verre d'eau. Et donc une notion importante en lien avec ces envies alimentaires, ça va être la quantité, puisqu'en effet, la réduction des portions alimentaires des aliments hauts en calories est un facteur clé du succès dans beaucoup de pertes de poids. Et ce que j'entends par là donc, c'est que pour ces cheat meals ou repas libres donc, la portion est importante. Il faut garder un minimum de bon sens et un minimum d'accord avec son plan. Le repas libre ne doit pas se transformer en festin alimentaire totalement à volonté, et il serait bon d'éviter le raisonnement du tiens, j'ai commencé à sortir du plan, alors tout est fichu en l'air, je peux continuer, et au pire des cas, c'est pas une journée dans la semaine qui ruinera donc mon travail sur la semaine. Ou encore pire, penser qu'on pourra compenser le lendemain. Le risque donc de cette orgie alimentaire, c'est forcément d'annuler votre déficit mis en place sur la semaine. Par exemple, si quelqu'un met en place un déficit de 300 calories par jour, ce qui équivaut environ à 2000 calories sur la semaine, ça représente en théorie 300 grammes de masse grasse. Et bien, ce cheat meal incontrôlé pourrait totalement annuler ce déficit sur la semaine. C'est pourquoi, comme j'ai dit, les repas libres doivent garder un minimum de bon sens et un minimum de cadre, puisqu'on doit éviter de basculer dans un excès incontrôlé. Alors, ces envies alimentaires, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont gérables, et potentiellement, le repas libre peut permettre de les gérer plus simplement. C'est donc un outil à manier avec précaution, et comme on l'a dit, il y a de possibles stratégies à mettre en œuvre pour avoir une approche mentale adéquate et potentiellement réduire ses envies. Petit rappel donc de cette stratégie, si j'ai envie d'un Kinder, alors j'utilise la pleine conscience. Si ce n'est pas le bon moment, alors je bois de l'eau, je passe à autre chose, et si ça vaut le coup, alors j'en prends un et pas 10, et ensuite je passe complètement à autre chose. À présent donc, nous allons voir dans quel cas il est utile de planifier ses repas libres, et dans quel cas c'est moins utile de le faire. Alors forcément, c'est quelque chose d'utile, ça permet de diminuer la frustration, et également augmenter la satisfaction alimentaire. Pour éviter donc les dérapages incontrôlés, et progresser davantage sur le long terme, avoir une meilleure adhésion donc à sa diète. Comme je l'ai dit, si on n'en ressent pas le besoin là, au contraire, c'est pas forcément quelque chose d'utile, ça pourrait renforcer donc les envies
qui n'est pas utile si la personne idéalise ce repas comme une réelle récompense et subit totalement le reste de sa semaine. Puisqu'encore une fois, ce repas libre doit être effectué sans culpabilité et doit permettre de se sentir bien au quotidien. On ne doit pas se dire qu'il faut compenser le lendemain, puisque c'est là tout simplement que les problèmes peuvent commencer. Pour poursuivre donc justement, je vais aborder le sujet du cercle vicieux qui peut être un piège autour de cette pratique, donc le cercle de restriction, craquage, culpabilité, et donc ensuite compensation et potentiellement recraquage, etc. C'est pour moi quelque chose de très négatif qu'il faut impérativement chercher à éviter. Et donc pour éviter ça, pour moi, il ne faut vraiment pas se restreindre dans l'excès durant 5 jours pour ensuite complètement craquer. Il ne faut pas transformer donc son repas libre en orgie alimentaire comme j'ai pu le dire. Garder un minimum de bon sens autour de ce repas et garder une vision de ces repas assez simples. Ces repas sont compris dans le plan et ça reste de simples repas qui vous permettent de tenir et d'atteindre vos objectifs sur le long terme. On a parlé aussi de la planification tout à l'heure et j'aimerais aussi l'adapter au contexte. Puisque tout le monde n'est pas dans la même situation et ces repas libres doivent être abordés d'une manière différente pour les personnes en déficit, en prise de masse, en simple maintien, en préparation d'une compétition, ou dans une phase où l'on progresse plus ou moins, forcément. Ces paramètres peuvent impacter donc l'utilité ou non de ce repas libre. Si je prends l'exemple d'un athlète en force athlétique qui a une pesée 2 heures avant sa compétition, il doit respecter sa catégorie de poids. Par exemple, pour moi, je dois descendre en dessous des 66 kg. Eh bien, à l'approche d'une compétition, ce n'est pas pour moi un problème de stopper les repas libres pendant 2 à 3 semaines pour arriver au poids. Maintenant, c'est également à mettre en relation avec les envies de chacun, et je ne dis pas que mon exemple est l'exemple à suivre. Simplement, c'est ce qui est adapté à moi. Et au contraire, donc, là, je suis dans une période plus tranquille, par exemple, je n'ai pas de compétition prévue avant un bon petit moment, et donc je peux potentiellement me laisser plus d'espace pour ces repas libres. Tout est question d'équilibre, de mesure et de contexte pour ces repas libres. Et d'ailleurs, je pense une chose importante après ces repas libres ou après ces compétitions, lorsqu'on a réalisé un voire 2 repas libres après une compétition, une chose importante également, donc, c'est de reprendre ses habitudes alimentaires quotidiennes. Et donc pour finir, je vais mettre en relation donc, ces repas libres avec les fêtes de fin d'année, puisque c'est quelque peu lié et je pense que c'est le moment intéressant de le faire. Et la première chose que je tiens à appuyer à ce sujet, c'est que les fêtes de fin d'année ne doivent pas être une source d'inquiétude. Quels que soient vos objectifs à court ou à long terme, perte de poids, prise de masse, etc., les fêtes de fin d'année sont un moment spécial, un moment où on vient profiter avec sa famille, et le point le plus important, c'est de ne pas ruiner son bien-être social pour quelques calories. Alors le plus important dans ce moment, c'est forcément de profiter de vos proches, faites-vous plaisir sans basculer dans un excès totalement incontrôlé. Et d'ailleurs, Noël et le Nouvel An représentent environ 5 repas pour la majeure partie des personnes, 5 repas dans l'année, donc en partant du principe qu'on mange 3 repas par jour pendant 365 jours, eh bien ces 5 repas représenteraient moins de 0,45% des repas de l'année. Ces 5 repas-là, donc, ne vont pas ruiner ta condition sur l'année. Et donc, bien sûr, encore une fois, il est préférable de ne pas basculer dans une situation incontrôlable. Et d'ailleurs, si vous n'avez plus faim, inutile de reprendre une part de gâteau pour faire plaisir à mamie. Pas besoin non plus de reprendre un verre de vin rouge parce que tonton a la main lourde sur la bouteille de vin. Voilà, donc pour les fêtes de fin d'année, profitez sans vous forcer. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont, je pense, intéressantes à mettre en place pour optimiser en quelque sorte ce repas, même si il ne doit pas faire l'objet, encore une fois, d'une source d'inquiétude ou d'une source d'intérêt par rapport à ses objectifs à long terme. Mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes, encore une fois, donc déjà forcément ne pas se priver durant toute la semaine pour totalement craquer le jour J. Ça pourrait, encore une fois, vous pousser dans un cercle vicieux dont on a parlé tout à l'heure. Conservez votre activité physique, je pense que c'est quelque chose vraiment d'important. Alors je ne vous parle pas là de réaliser plus d'activités pour compenser. Simplement, si vous vous entraînez 3-4 fois par semaine, eh bien continuez. Si vous avez l'habitude de bouger durant vos journées, de beaucoup marcher, eh bien dans ce cas, continuez, c'est quelque chose de bénéfique. Et en plus de ça, vous pouvez le faire avec vos proches, c'est l'occasion. Aussi, vous pouvez prendre garde aux calories liquides. Je parle là de l'alcool, des sodas, des jus ou encore des sauces riches en lipides. Alors, pour l'alcool, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi c'est quelque chose qui sera négatif pour vous, mais en plus de ça, en plus de l'aspect santé, toutes ces boissons comportent beaucoup de calories, sont souvent peu rassasiantes et peuvent même vous amener à ouvrir votre appétit davantage, ce qui pourrait vous amener donc à consommer davantage de calories. Et donc, dernière chose importante, après ces repas,
passez à autre chose, tournez la page et reprenez vos habitudes quotidiennes. Et donc, pour conclure, les éléments que j'ai pu étudier aujourd'hui amènent la preuve que les repas libres peuvent permettre de faciliter une perte de poids, permettent d'augmenter la satisfaction alimentaire et potentiellement réduire la frustration au quotidien. Cependant, les résultats concernant le maintien et l'augmentation des performances ou encore l'augmentation du métabolisme durant une phase de déficit restent plus mitigés. Et donc, selon moi, l'outil des repas libres est à manier avec précaution, mais il peut être positif s'il est bien compris dans un plan, et au contraire, par contre, il peut desservir s'il est utilisé d'une mauvaise manière. Ce qui fait donc la différence dans son utilisation, c'est l'intention, la perception et sa capacité à revenir à la normale par la suite. J'espère donc vous avoir apporté une vision claire et plus profonde de ce qu'est les cheat meals ou les repas libres. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la manière dont je peux vous aider à atteindre vos objectifs, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Et si ce premier épisode de ce podcast Chase Progress vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout abonnez-vous, puisque c'est loin d'être le dernier. Ciao.